Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui on va parler de NXT, mais surtout le NXT TakeOver Vengeance Day. Premier takeover de l'année de NXT, toujours à huis clos au Capitol Wrestling Center à Orlando, Floride. C'était le 14 février 2021 pour la Saint-Valentin, puisque Vengeance Day, Valentine Day, voilà, c'est pareil. On avait les écrans, plus les gens qui étaient autour dans le public, quoi, pour taper contre le plexi, toujours. Le ring, cette fois, était la stage et le ring était relié par la rampe, un peu comme AEW le fait, comme certains shows, un certain show Impact le faisait à une période. On va voir le logo aussi, le fait de Vengeance sur une sorte sur la stage avec un peu, bon, c'est un écran, on se calme, c'est un écran, mais voilà. Commenté par Buzz Phoenix, Vic Joseph et Wade Barrett, toujours là pour nous plaisir, mais surtout dans le kick-off, pendant que le panel était en train de discuter du Dusty Rhodes Tag Team classique, on a Eli Drake qui s'est pointé, clairement sans déconner. On a eu l'annonce de ses signatures chez eux, qu'il allait faire ses débuts à NXT. 5 minutes après, il fait ses débuts dans le kick-off. Plus tard dans le show, on verra une vidéo où il signe le contrat. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'assez gros qui est en train de se passer autour d'Eli Drake, qui prend le nom de LA Knight. Parce que voilà, avant il faisait son Eli Drake, là il fera son LA Knight. Voilà, c'est juste pour garder les trois phrases, les trois mots, les trois syllabes qu'il disait. Ce gars a une promo incroyable, un charisme qui est fantastique. Par contre, on se calme. Niveau in-ring, c'est ok tier, quoi. Il s'est construit chez Impact Wrestling dans les belles heures. Il est devenu champion du monde, champion par équipe, un peu comme EC3. Vous voyez où est parti maintenant EC3, la dépression avec VE. Donc j'espère que ça ne sera pas pareil avec Eli Drake. Si par contre il fait un 5-star pour son pré-match et que après il est main roster et qu'il fait plus rien, là c'est le décès. Voilà, là c'est clairement le décès. Il a un physique incroyable, il a un physique pour VE, mais il s'effouille. Il s'effouille, voilà, l'exemple parfait de... Il faut éviter de tout le temps dire oui, il a un physique parfait. Ça peut être pas très bon des fois, ça peut être même un peu... Il s'effouille. Il s'effouille. Le show qui démarrait avec la finale du Women's Dusty Rhodes Tag Team Classic, c'était une première, c'était la première Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin, dont logiquement la gagnante a un shot pour les sites par équipe féminin. On ne sait pas. Dakota Kai et Raquel Gonzalez affrontaient Ember Moon et Shotzi Blackheart. 3,5. Alors ce takeover est très bon déjà. 17 minutes 40. Très très bon combat. On va avoir une domination évidemment assez forte de Raquel Gonzalez qui va être la plus mise en avant dans le combat. Dakota va vraiment être pas trop mis en avant. Ember Moon très cool, vraiment très très... J'en ai pas jamais parlé, mais Ember Moon très content de la revoir catcher. Parce qu'on rappelle qu'à une période elle s'était blessée quand elle était venue dans le main roster. Et on a eu des rumeurs comme quoi, enfin même elle qui disait je risque d'être blessée à vie et de ne plus jamais remonter dans le ring, et finalement elle remonte dans le ring, donc c'est plutôt cool. Son association avec Shotzi Blackheart est plutôt cool, j'aime beaucoup son association. Une équipe peut-être qui pourrait créer un nom, et pourquoi pas Ember Moon, pourquoi pas aller chercher le titre féminin. Un petit Ember Moon Yoshirai, moi je dis pas non. Vraiment, donc on va voir Raquel qui va virer Ember Moon de la rampe dans le sorte de plexi, qui va revenir jeter Dakota Kai en sorte de splash sur Shotzi, suivi de son gros chaussée powerbomb, et donc les heels qui vont prendre la victoire et donc être les toutes premières championnes féminines de l'histoire, enfin championnes du tournoi, hein, ils ont gagné le premier tournoi de l'histoire d'NXT. Real qui va venir célébrer à côté du trophée avec eux. Rien d'autre à dire, c'est un très bon dynamisme, le match est très cool. Blackheart qui n'est pas la jobbeuse qu'au début on nous vendait, mais vraiment très content de ce combat, franchement super cool. Le titre nord-américain a été défendu. Gargano défendait sa ceinture face à Kushida. On va voir l'entrée de Gargano en bleu foncé jaune, hein, avec tout the way. Et pendant l'entrée dans le backstage, quand ils font l'entrée en backstage, on a Austin Theory qui se fait kidnapper avec par une sorte... quelqu'un essaie de l'endormir. On voit que c'est Dexter Lumis, parce qu'il y a une histoire entre les deux qui est en train de se passer. Je pense que le prochain challenger, c'est certainement Dexter Lumis au titre nord-américain. Je pense qu'ils sont en train de booker ça. Et j'ai peur que Dexter Lumis prenne la ceinture à Johnny Gargano, qui est en train de faire enfin un bon règne. Parce qu'on rappelle que Gargano, c'est soit un jour de règne, soit 2 semaines grand max.
Donc là, il commence à avoir un règne assez mis en place, ce qui est plutôt cool. Heureusement, merci beaucoup. Le début du combat, c'est un petit chain wrestling plutôt sympatoche. On a un combat de 24 minutes 51. 24 minutes 51. C'est du 4,5. Alors au début j'ai noté 4, mais c'est du 4,5. Je l'ai revu. Ce combat est incroyable. Ce combat est incroyable. On a du chain wrestling pour commencer. Bien sûr, on a Kushida. Kushida chez NXT, c'est un catcheur très technique. On le connaît, Kushida, il est un peu connu pour péter les bras des gens. Mais derrière, ce qui me pas me chiffonne un peu, mais c'est Gargano est censé être le heel dans le combat, mais à aucun moment dans le combat, il fait ses mimiques de heel, il fait ces choses où il reste à l'extérieur du ring, où il utilise les cordes, où il fait des fourberies dans le double arbitre. À aucun moment, il est heel. On a un Gargano dans le ring totalement face. Et c'est pour ça que le combat est bon, parce que Gargano, c'est un excellent catcheur en face. Par contre, quand il essaye de faire un truc de heel, il est horrible. On a pu le voir à Takeover in Your House, face à Keith Lee, pour le Kingdom américain, où le match était insupportable à voir, puisque Gargano, en heel, c'est niet, c'est dégueulasse à voir. Le combat est excellent, je vais pas vous dire tout ce qui s'est passé dans le combat, mais on a un super spot où, bien sûr, Kushida, c'est une sorte de Phoenix, pas dans Phoenix Splash, mais de Spanish Fly, où il a toujours le bras loqué, et donc derrière, il fait son armlock au sol. Il va s'en sortir, on va avoir à un moment donné un spot où il court sur la rampe pour donner un gros kick dans le bras de Gargano, et au final, Gargano va réussir à se sortir d'une sorte de guillotine choc en faisant une guillotine aussi dans les cordes à Kushida. Il fait son fameux springboard de DDT sur la rampe, suivi dans le ring, pour le compte de 3 et la conservation de la ceinture. Super combat. Allez le voir parce que, franchement, ce combat-là, il peut rentrer. Il faudrait peut-être que je le regarde à nouveau, mais il peut rentrer, sans déconner, dans les matchs de l'année, parce qu'il est fantastique ce combat. Il y a des combats de ce NXT qui vont être dans des franchement, si c'est pas match de l'année à la fin de l'année, ça sera certainement dans des mentions honorables. Vraiment super combat et merci. Merci de redonner Gargano juste dans le ring, être un face, super. Match suivant, la finale du 2-0 Tag Team classique masculin. MSK, donc Nash Carter et Wesley. Voilà, les Rascals. Hein, je suis désolé, mais je m'habitue toujours pas à leur nom. Ça arrivera. Dans cette review, je vais appeler Xavier et Wentz. Je vais pas appeler leur nom VE. Face au Cruising Young Veteran James Drake et Zach Gibson. 18 minutes de combat, 4-1-4. Que dire de plus sur ce combat incroyable? Match tag team cheveux de l'année? On peut dire ça? Ouais, match tag team de cheveux de l'année. On va voir la domination des Cruising Veterans sur Zachary Wentz pendant le début du combat. Même pour une grande partie du combat, jusqu'au hot tag pour Desmond Xavier qui va super bien gérer les deux, qui nous fait un super topé Conilo par-dessus le poteau, il va nous enchaîner Brainbuster et casse son 50 splash, il va nous enchaîner tout ce qu'il faut, mais les heels vont reprendre le dessus, ils vont enchaîner pas mal de fois sur Xavier, par exemple un super Brainbuster en move par équipe suivi d'un casse son 50 splash de Jim Drake, et Xavier qui va sortir le kick-out à 2,99, sublime. Vraiment, on va voir des super enchaînements. Xavier qui va se faire éclater sur le ring avec le fameux egg finisher de Gibson, suivi du suicide dive lariat de Drake qui se jette sur Xavier sur le ring. Wentz qui va se faire être seul dans le ring, qui va se faire encore une fois dominer par les qui vont enchaîner dessus, il va y avoir des near fall. Et à la fin, ils vont faire le Tombstone Piledriver en aided qui va être renversé par Xavier qui est revenu. Les deux vont faire un super kick sur Gibson et sur Drake. Gibson va sortir du ring. Et ils vont enchaîner avec leur Spinebuster et le fameux second rope corkscrew neckbreaker de Xavier pour la victoire finale de MSK. Combat de malade. Incroyable, franchement incroyable. L'alchimie, le dynamisme, le drama, tout était bon. On a un super match alors qu'on a 8 clos. On a un putain de combat par équipe. Et putain, ça fait du bien! Mais ça fait du bien de revoir des matchs par équipe aussi bons, mais surtout ça fait du bien de revoir NXT aussi haut en termes de performance in ring. Parce que putain, on a eu un enchaînement de takeover et d'NXT pété, et franchement, nul. Mais là, ça fait du bien de retrouver ça. Ça fait énormément de bien. Certainement qu'ils vont aller challenger
Danny Burch et Neil Lankan pour les titres, et certainement qu'ils vont devenir champions par équipe, et je le veux, je le veux. Et ce qui est incroyable dans ce combat, c'est que MSK, ils sont bookés parfaitement bien. C'est les outsiders qui sont dominés, qui sortent des nearfall, et qui sont qui sont incroyables. Ils sont franchement fantastiques, et j'aurais aimé voir les Rascals bookés comme ça chez Impact, j'aurais aimé, mais malheureusement je ne l'ai pas eu. Voilà. Match suivant, le titre féminin. Io Shirai défendait sa ceinture face à Mercedes Martinez et Toni Storm. Très belle outfit, hein, Toni Storm en noir et blanc, et très belle outfit aussi de Io Shirai, un peu rouge, bordeaux et jaune. 3,5, 12,51, assez court comme combat, et on va pas avoir présentation des challenges, puisque Martinez va directement attaquer Io Shirai. On va avoir un gros combat entre les trois, vraiment beau dynamisme, où les trois vont s'enchaîner, où ça va bien s'enchaîner dans le ring. C'était plutôt cool. On va avoir un spot où Io Shirai va faire un crossbody du haut d'une structure sur les deux, puisque en fait, Toni Storm a viré ce qu'il y avait sur la table, mais la table a pété, donc malheureusement, la table n'est pas restée forte. On va avoir un headbutt magnifique de Toni Storm, suivi de son Storm Zero, mais nearfall de Martinez. Elle va ensuite porter son diving headbutt sur Toni Storm, sur Martinez. Le pin, Io Shirai en profiter pour faire son moonsault sur Toni Storm, et va faire le pin sur Martinez pour la victoire. Donc certes, on va certainement avoir au prochain takeover un Toni Storm, peut-être Toni Storm Io Shirai, ou peut-être Io Shirai Ember Moon, on verra. Mais voilà, 3,5, super combat, triple threat vraiment propre, qui fait le café. Bonne alchimie, on a quelques bums, Io Shirai qui vend toujours aussi bien ses combats, c'est rien à dire, c'est un très bon match féminin, rien de plus quoi. Et donc le main event de ce show, le titre NXT, Finn Balor défendait sa ceinture face à Pete Dunne. On est en train d'être dans un truc avec Finn Balor, c'était fantastique. Le mec, il enchaîne les catcheurs techniques, hein. Timothy Thatcher, O'Reilly, 2 fois, et là Pete Dunne. Bon, Pete Dunne, c'est pas très technique. C'est vraiment... il fait de la technicité, mais c'est quand même vraiment plus catch wrestling plutôt que technical masterclass. Mais ça reste quand même un catcheur technique. On est sur du 25 minutes 11. C'est un 4,5. Le combat est fantastique. Le combat est incroyable. On a un début qui se met du temps à se lancer. C'est normal, c'est du chain wrestling, c'est normal. Après, que les gens n'arrivent pas à rentrer dans le combat directement dès le début en chain wrestling, je ne comprends pas trop, mais bon, chacun aime ce qu'il aime, donc voilà, je ne juge pas, mais je comprends quand même pas trop que tu n'arrives pas à rentrer dans le chain wrestling, surtout quand tu vois les deux messieurs, quoi. Les deux messieurs. Balor dans le chain wrestling, c'est pas le meilleur, mais vraiment pas le meilleur. Vraiment, oui, à côté d'un Tony Deppen, à côté d'un Lee Moriarty, à côté d'un Pete Dunne, à côté d'un O'Reilly, à côté d'un Thatcher, c'est sûr, mais à côté d'un Zack Sabre, c'est sûr qu'il est éclaté au sol. Mais je trouve que c'est plutôt bon, moi j'aime bien Balor qui fait du chain wrestling. Il essaye à chaque fois, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'il a un adversaire, il essaye de s'adapter au style de l'adversaire, et au moment où il voit qu'il n'arrive pas à être dans le style de l'adversaire, il retourne dans son catch normal. Il l'a fait ça avec Thatcher, il l'a fait ça avec O'Reilly, et il l'a fait ça avec Pete Dunne dans ce match. Il essaye d'être technique, il essaye de jouer à la technicité avec le catcheur, mais s'il voit que c'est mort, et s'il voit qu'il n'arrive pas à gérer, il repart dans le catch qu'il connaît. Il repart dans le catch brut, où il piétine l'adversaire, où il domine et tout. Et c'est ce qui va se passer. Pete Dunne va viser le bras et les doigts de Balor. Balor va essayer de viser la jambe. Ça n'a pas vraiment fonctionné très longtemps. Et derrière, on a un combat qui se lance. Un super combat, où Pete Dunne va beaucoup jouer sur le bras, sur les doigts, et c'est ça le booking, et ça a super bien vendre, parce que la jambe va être blessée, on va avoir une sorte de... Pete Dunne va essayer de passer par-dessus Balor, mais il va se louper, c'est une sorte de botch, mais finalement c'est pas un botch qui va vendre la jambe qui était blessée, et c'est plutôt bon, on va avoir vraiment un super armbreaker où Balor va réussir à se dégager, il va tellement prendre cher au niveau des doigts, et tellement cette technique à un moment donné, Pete Dunne va faire un low blow, mais Balor en fait va s'auto-low blow, je sais pas si vous voyez, derrière il tient toujours le bras de Balor, il va faire son bitter end, et là je m'attendais à ce que le match se finisse comme ça, 2,99 de dégagement, c'est fantastique. Il va avoir un bitter end à nouveau, contre un Shogun kick, contre un Enzoguri suivi d'un Pele kick, franchement le combat il est parti à 3000 à l'heure, la fin de match est fantastique. On va avoir un Reverse Bloody Sunday, mais near fall, Balor qui va retirer ensuite le protège-dents de Pete Dunne, ça il faut le faire quand même. Il va tenter de faire le signe des guns, mais vu que les doigts de Pete Dunne sont éclatés à cause les doigts de Finn Balor sont éclatés,
il va essayer de faire il va faire le signe du gun sans faire le gun, donc finalement, donc je vais essayer de faire un peu mon X the Sun, hein, je vais l'imiter. Donc au lieu de faire les guns comme ça, vous voyez, donc il a les doigts un peu pétés, donc ça fait ça. C'est pas très beau à l'écran, mais dans la logique et dans la construction, c'est très très bon. Il va faire une sorte un dropkick directement dans la bouche de Pete Dunne, suivi de son coup de grâce, celui du Bloody Sunday, pour la victoire de Balor, la conservation dans un main event totalement incroyable. Explosif à souhait. Franchement, le final, moi j'ai adoré comme combat, mais il y a un post-match. On va essayer d'en parler. Post-match, Balor va célébrer sur la rampe, Burch et Logan vont attaquer par derrière, vont le ramener dans le ring, les trois loups vont l'attaquer, mais Undisputed Era va arriver. O'Reilly, Strong et Cole vont faire le save sur Finn Balor. O'Reilly qui va donner sa main à Balor, qui va dire vas-y lève-toi, je t'aide cette fois, parce qu'on avait déjà ce segment, mais Balor l'avait refusé. Donc Balor accepte la main d'O'Reilly, donc c'est un peu une sorte d'alliance, et dans le mode, viens d'Undisputed Era, on est bien, quoi. Et donc, Cole, Strong et O'Reilly font le signe d'Undisputed Era. Balor commence à faire son signe de gun, donc vraiment pour faire la fin. Et là, super kick d'Adam Cole, en pleine tête de Finn Balor. O'Reilly comprend pas, il commence à s'énerver. Super kick d'Adam Cole, en pleine tête d'O'Reilly. Et là, t'as Strong qui est à côté, qui est contre les cordes, et qui ne sait pas où aller. Il sait pas quoi faire. Est-ce qu'il va se manger un super kick? Ou qu'est-ce qu'il doit faire? Cole sort du ring. Il est sur la stage. Il a l'air d'attendre Strong. Strong qui ne sait pas. Strong qui est tétanisé. Il ne sait pas quoi faire. Et Cole s'en va. Le show se finit dessus. Et donc là, tu as une énorme question qui est en train de se poser. Et donc ça va être un peu le débat que je vais lancer dans cette fin de vidéo. Et j'aimerais que vous me répondiez en commentaire votre avis sur cette fin de show, votre avis sur cet angle. Est-ce que c'est la fin de Undisputed Era? Est-ce que Adam Cole va aller dans le main roster juste après? Est-ce que Balor, leader d'Undisputed Era? Ou même Strong, Roderick Strong, dans quel camp il se met? Est-ce qu'il est plus Adam Cole ou est-ce qu'il est toujours avec O'Reilly? On rappelle que Bobby Fish est toujours blessé. Hein. Bobby Fish, une période d'1 an sans blessure, c'est pas possible pour lui. Mais là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que Undisputed Era fait ses débuts en 2017. 2019, ils ont tous les titres. Et ils commençaient un peu à tourner en rond, vous voyez. Undisputed Era commençait un peu à tourner en rond. Et moi, vous savez que je suis un énorme fan. Dès les débuts d'Undisputed Era, je voulais qu'en fait, ils forment un clan autour d'Adam Cole, Fish, O'Reilly et Strong. Je voulais que Strong soit inclus dedans. Et depuis le début, je suis un énorme fan d'Undisputed Era, depuis que je suis un énorme fan d'Adam Cole, de O'Reilly, de Bobby Fish. Et j'aime beaucoup ce que faisait et ce que fait Roderick Strong. Donc j'étais un grand fan des 4 catcheurs. Et donc les avoir 4 unis dans le même clan, donc moi j'étais aux anges, hein, moi j'étais en plein orgasme, là, c'était orgasme sur orgasme, quoi. Mais là en fait ça relance quelque chose, parce qu'on se dit putain, on dispute Dara, ça tourne en rond et tout, c'est un peu nul. On avait un dispute Dara qui avait un petit moment face avec Pat McAfee et tout, et donc là Cole qui nous brise le cœur à Saint-Valentin, tu vois, qui nous brise le cœur, et qui fait son heel turn, qui retourne heel, et ça c'est bon. Ça, c'est très très bon, parce qu'Adam Cole en heel, je le veux. Et on a beaucoup de questions qui se posent, puisqu'on a eu des rumeurs comme quoi Finn Balor devrait défendre sa ceinture à WrestleMania, qui devrait être sur la carte de WrestleMania. Donc est-ce qu'on aurait un Adam Cole, Finn Balor, O'Reilly et Strong pour le titre NXT? Est-ce que Dispute Era c'est complètement fini, tout le monde va de son côté? Strong, dans quel moment, dans quelle pièce il se place? Surtout dans toute cette histoire, ça a donné de l'intérêt à NXT, parce que NXT, le seul truc qui me donne de l'intérêt, c'était un Undisputed Era. Et là, ça me donne de l'intérêt. Et le prochain NXT, évidemment que je vais le regarder, le prochain NXT. Évidemment que je vais le voir, parce qu'il me donne énormément envie. Et tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui se passe là autour de Undisputed Era, me fait énormément kiffer. Je ne pense pas que ce soit la fin d'Undisputed Era. Je pense plus que ça serait une exclusion de Kyle O'Reilly. Je pense que Adam Cole et Strong vont rester ensemble. Bobby Fish, dans quel côté il va se mettre? Est-ce qu'il va rester du côté d'Adam Cole s'il revient, ou est-ce qu'il va se mettre du côté d'O'Reilly? Je ne sais pas. Peut-être, est-ce qu'on serait plus sur Adam Cole qui arrête,
qui finalement, au bout de quelques années, dit stop Undisputed Era et qui en a ras le cul parce que son super kick sur Finn Balor lui a pris la ceinture, lui a empêché de reprendre la ceinture, et à côté, bah, O'Reilly, il est passé 2 fois devant, parce que voilà, l'ego d'Adam Cole en a pris un coup. T'as ton O'Reilly qui passe 2 fois devant toi pour prendre la ceinture, sans réussir, et à un moment donné, tu te dis, mais merde, putain, il veut un nouveau shot, et moi, non, c'est à mon tour d'avoir mon shot, c'est mon titre NXT. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place que j'aime beaucoup, et est-ce que Finn Balor va être le leader finalement? Est-ce que Balor va, pourquoi pas, reprendre les rênes de Undisputed Era avec Bobby Fish, O'Reilly et Strong, et Adam Cole va partir solo dans le main roster, pardon, main roster c'est le DC au passage. Est-ce que Adam Cole n'aurait pas re-signé, que finalement il est en fin de contrat? Puisqu'on rappelle qu'on est bientôt en avril, c'est souvent, les fins de contrat vœux sont souvent en avril. Donc est-ce qu'il est en fin de contrat, et peut-être est-ce que il va partir pour aller chez IW? Bon, ça, c'est une rumeur parmi tant d'autres, hein, certainement pas. Mais surtout, dans tout ça, c'est qu'on va peut-être avoir un Adam Cole contre Kyle O'Reilly au prochain TakeOver. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, O'Reilly et Cole se sont souvent affrontés. Ils se sont affrontés à Wrestle Kingdom, ils se sont affrontés à Super Card of Honor dans un excellent No Hold Barred. Et j'aimerais revoir un O'Reilly contre Cole. Pour tous ceux qui disent oui, depuis le temps que je veux voir une rivalité entre O'Reilly et Cole, ça a déjà été le cas. Et c'est à ce moment-là que le storytelling va se mettre en place. Est-ce que ça serait peut-être la bonne fin pour cette rivalité entre les deux qu'on a eu du côté d'Aero chez New Japan? Et ça serait très très bon à amener tout ça. Donc voilà, je préfère voir cette fin où Adam Cole met fin à Undisputed Era plutôt que la rumeur qu'on a vue à une période où Strong vire Adam Cole d'Undisputed Era pour être le leader. Et ça, je ne voulais pas et je ne veux toujours pas. Donc je préfère avoir eu cette fin, et franchement, je suis sur le cul et j'ai hâte, mais vraiment j'ai hâte de voir la suite de ce qui va se passer à NXT. Les prochaines semaines et les prochains mois vont être vraiment très intéressants, je pense, autour de ça. Et merci Veu, parce que là vous me redonnez espoir en NXT, et surtout, on a enfin un takeover qui est bon du début à la fin. On n'a pas un match en dessous de 3 1 quart, 3 et demi. C'est super, c'est génial. On a 2 matchs, on a quasiment que des matchs recommandés. On a 2 matchs qui sont en must-see, même 3 matchs en must-see, qui peuvent finalement être dans des mentions honorables à la fin de l'année. Que demander de plus? Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous de m'avoir partagé ce moment. Si t'as vu le show, n'hésite pas à commenter ce que t'en penses, à me dire ton débat en rapport avec Undisputed Era dans les commentaires, à liker, tout le lien en description, les t-shirts, le Twitter, le Insta, le Paypal, les dons, le Paypal, on n'oublie pas. Et moi je vous dis catch et amour, à très très vite, des bisous, peace, out.